Et donc, je vais passer la parole à Claire Chenu, professeure à AgroParisTech, spécialiste de la matière organique des sols et de la biogéochimie, et qui va nous parler des potentialités de stockage du carbone dans les sols agricoles. Et je précise aussi que Claire est ambassadrice pour la FAO sur les sols. J'ai été Tu l'as ambassadrice été. pendant l'année 2015, année internationale des sols, mais c'est une activité qui s'est terminée, même si je collabore toujours avec la FAO sur un certain nombre de questions. Écoutez, bonjour, et puis merci. Tu peux enlever ton masque si Ah tu oui, veux, c'est Claire. vrai. Ah, d'accord, je peux y aller. Merci de m'avoir invité à venir parler de matière organique dans les sols, et plus particulièrement des potentialités de stockage de carbone dans les sols agricoles, avec comme idée sous-jacente que favoriser le stockage de carbone dans les sols agricoles, c'est bien essayer de gérer, de prendre en compte des processus écologiques dans le sol. Défi climatique, vous devez en avoir peut-être un peu ras-le-bol des courbes de ce genre, mais ce que je voudrais juste dire, c'est que dans tous les scénarios qui sont faits actuellement, on ne pourra pas aller restreindre le réchauffement climatique à 2 degrés sans mettre en œuvre des procédés de captation du carbone. Alors, il y en a qui sont très technologiques, mais il y a aussi là la captation du carbone par les sols, donc ce qui est appelé Net Negative Global Emissions. Donc, voilà, on ne peut pas faire l'impasse sur ces procédés de captation du carbone, et le sol est bien placé pour ça, pour des raisons tout simplement quantitatives. Et là, je suis vraiment dans des ordres de grandeur. Sur ce graphique, vous avez une représentation des principaux stocks de carbone sur les continents. Alors, gigatonnes de carbone, ce sont des milliards de tonnes de carbone. Et vous voyez qu'il y a 3 fois plus de carbone dans les sols, plus de 2 milliards de tonnes de carbone qu'il n'y en a dans l'atmosphère. Donc un gros réservoir, un plus petit réservoir, des échanges fréquents sont représentés, les échanges, on va dire respiration, photosynthèse, et puis aussi les échanges qui sont issus du déséquilibre lié à nos activités anthropiques. Ce qui apparaît quand on compare ces ordres de grandeur, c'est que si les sols du monde perdaient 0,4% par an de leur stock, ça contribuerait à doubler le flux de 4,7 milliards de tonnes de carbone annuellement de notre planète vers l'atmosphère. Donc on aggraverait le réchauffement climatique d'un facteur 2. Par contre, si on pouvait augmenter les stocks de carbone du monde de quelque chose d'équivalent, vous voyez que l'effort, la contribution, elle serait de l'ordre de ce flux net. Et c'est ça qui est à la base de l'initiative 4 pour 1000. C'est vraiment cet ordre de grandeur. Il y a tellement de carbone dans les sols du monde qu'il faut les préserver, première priorité, et qu'on peut essayer de jouer avec, de les augmenter. Et puis, autre raison de vous parler de potentialité de stockage de carbone dans les sols agricoles aujourd'hui, c'est le défi de la dégradation des sols. Alors, puisque vous avez eu un certain nombre de valeurs françaises, mais il n'y a pas de valeur, pas donné de valeur carbone, Antonio, il pourra compléter éventuellement. Là, une évaluation récente faite par le Centre de recherche de la Commission européenne et un comité qui travaille sur la mission sol à l'échelle européenne, ensuite que 60 à 70% des sols européens ne seraient pas capables de fournir les écosystèmes, les services écosystèmes que l'on attend d'eux, services qui ont été présentés par Antonio tout à l'heure. On peut traduire ça par ils ne sont pas en bonne santé. Retenez, ils ne sont pas capables de fournir les services qu'on en attend d'eux. Et en moyenne, les sols agricoles en Europe perdent 0,5% de leur carbone annuellement. Donc la moyenne, c'est une perte, alors une très faible pente, mais quand même une pente. Donc, nécessité de essayer de préserver ces stocks et mieux, et d'essayer de les augmenter. Alors, je vous disais, il s'agit bien de processus écologiques, stockage par le vivant. Alors rapidement, les matières organiques, c'est ce qui provient de la décomposition par tous les êtres vivants du sol, de tout ce qui arrive, la biomasse végétale principalement, mais aussi tous les cadavres, animaux, microbiens, mais aussi les produits résiduaires organiques, issus de nos activités domestiques, agricoles, industrielles, donc tous les produits résiduaires organiques qui arrivent au sol. Biodégradation par les organismes vivants du sol qui aboutit à leur minéralisation, et ce qui fait que les matières organiques, c'est toujours un mélange en perpétuel renouvellement, mais un mélange de débris végétaux, d'organismes vivants, de
plus petites molécules, parfois des grosses, très fortement associées aux minéraux, ce qu'on appelle le complexe argilo-humique. Donc, vraiment toujours un mélange et une extrême diversité en termes de molécules. Et on parle beaucoup de carbone parce que c'est le principal constituant des matières organiques, mais il y a aussi d'autres constituants particulièrement intéressants quand ils sont libérés par minéralisation du fait de l'activité des organismes vivants du sol. Donc c'est un flux, c'est un renouvellement constant, un flux constant au travers du sol. La quantité de matière organique, la quantité de carbone qu'il y a dans un sol, ça dépend tout simplement de l'équilibre entre ce qui arrive, les entrées, et ce qui en ressort, les sorties, principalement par minéralisation. Et ce transit, ce temps de résidence des matières organiques et du carbone dans le sol, il est extrêmement variable. Il va entre quelques heures et quelques millénaires. Et scientifiques, nous avons l'habitude de le subdiviser en ce que nous appelons des compartiments cinétiques. On fait des catégories. Il y a une petite catégorie qui a un temps de résidence, les molécules restent dans le sol de l'ordre du mois. Une catégorie un petit peu plus importante, les matières organiques restent dans le sol de l'ordre de l'année, la décennie. Et une catégorie qui est majoritaire, les matières organiques restent dans le sol et le carbone de ces matières organiques reste dans le sol de plusieurs décennies, siècles. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que ça se passe plus ou moins rapidement? Une grande diversité de facteurs. Déjà, la nature de ces matières organiques, est-ce qu'elles sont plus ou moins faciles à décomposer? Luca Badi a parlé ce matin de coûts énergétiques, de retour sur investissement énergétique pour les organismes vivants. Bien sûr, les décomposeurs, qui sont l'objet de la journée aujourd'hui. Alors, les micro-organismes sont responsables de l'essentiel des flux, l'essentiel des biotransformations, mais vous avez vu, notamment avec la présentation de Jérôme, comment la faune du sol contrôle la vitesse de la décomposition de la litière, notamment, entre autres, en contrôlant l'activité des micro-organismes du sol. Et puis, il y a tout ce qui va conditionner l'activité de ces organismes vivants, et en particulier l'activité des micro-organismes. C'est la température, c'est la disponibilité de l'eau, c'est l'aération, la disponibilité de nutriments, le pH, la présence d'éléments toxiques, les caractéristiques du sol en général. Donc, toute une diversité de facteurs qui contrôlent ce temps de résidence, le temps que ça fait, que ça prend à passer au travers du sol. Quand même, les matières organiques qui arrivent au sol, pour la plupart, elles sont décomposables. Ça coûte plus ou moins cher aux micro-organismes, ça leur rapporte plus ou moins, le retour sur investissement, il est plus ou moins bon, mais enfin, quand même, c'est du décomposable, ce qui arrive. Or, qu'est-ce qui explique que ça puisse persister pendant des siècles, des décennies, des siècles? Un certain nombre de processus. La récalcitrance, la difficulté à décomposer les matières organiques, mais quand on est dans des échelles de temps importantes, finalement, c'est surtout des charbons, qui persistent pendant longtemps. On n'arrive pas à isoler d'autres molécules qui, de par leur nature chimique, persistent très longtemps. Et sinon, c'est les interactions avec la phase minérale du sol, d'abord la complexation avec des métaux, et puis l'absorption sur les argiles du sol. Et puis sinon, ce qu'on appelle protection physique, c'est que les matières organiques, du fait de cette architecture que Luca Badi a présenté ce matin, très complexe du sol, une partie des ressources trophiques ne sont pas physiquement accessibles aux organismes vivants, ne sont pas physiquement accessibles en particulier aux micro-organismes. Et puis localement, il peut ne pas y avoir assez d'oxygène pour faire la décomposition. Donc, il y a une protection physique. Voilà, donc ces processus expliquent la persistance des matières organiques à long terme. Nous parlons de processus de stabilisation, et vous voyez que certains vont dépendre de ce qui arrive au sol, par exemple les charbons, de caractéristiques intrinsèques des sols, absorption sur les argiles, inaccessibilité aussi liée à la teneur en argile. Et Luc ce matin a présenté une courbe où montrait que les stocks de carbone dans les sols augmentaient avec la teneur en argile. C'est exactement le résultat de ça. Et d'autres vont dépendre beaucoup plus des pratiques de gestion des sols. Pourquoi? Parce que la structure des sols, par exemple, on la perturbe lorsqu'on fait du travail, des différentes opérations de travail du sol. Donc vous voyez, il y a différents derrière, il peut y avoir des volants d'action, puis d'autres, non, la teneur en argile d'un sol, c'est la teneur en argile d'un sol. Et puis, donc ça, c'est ce qui stabilise, et puis il y a ce qui déstabilise. Ce qui déstabilise, je m'attendais à ce que Luca Badi en parle ce matin, c'est que des apports de matières organiques fraîches stimulent l'activité des micro-organismes et peuvent les induire à arriver à décomposer ce qui était déjà là, qui ne décomposait pas jusqu'ici. Et puis, il y a les perturbations de type humectation-dessiccation, de type, j'en ai parlé, travail du sol, perturbation de la structure du sol, la bioturbation, qui vont détruire ces protections et libérer, du coup, rendre accessibles, utilisables par les micro-organismes, ces matières organiques. Donc, vous voyez, persistance, le temps que ça prend,
c'est l'équilibre d'un certain nombre de processus qui font l'objet, alors tous encore de recherches tout à fait actives dans la communauté scientifique. Alors maintenant, si on veut stocker plus, comment faire? Je vais reprendre un schéma, vous voyez, qui est basé sur le précédent. Qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un mouton pour l'élevage. Et puis, j'ai ajouté des flèches de sortie. Il n'y a pratiquement pas de carbone, de matière organique qui partent avec l'eau, par lessivage ou lixiviation. Ma flèche est très fine. Dans certaines situations, les pertes par érosion, en tout cas à l'échelle de la parcelle, peuvent être vraiment importantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on reprend ce schéma? Donc, je vais prendre les différents numéros. La première action qu'on peut faire, c'est augmenter la production primaire par des intercultures, par de l'enherbement de vignes et vergers, par l'allongement de la durée des prairies dans les séquences de prairies temporaires, par de l'agroforesterie, on fait une énorme production de photosynthèse au-dessus du sol. On peut aussi réduire les pertes en limitant les feux. Alors ça, c'est très important dans certains contextes, par exemple comme le contexte indien, en sol cultivé, c'est vraiment majeur, pas sous notre contexte, dans le contexte français. On peut essayer d'augmenter les restitutions organiques par rapport aux exportations, c'est la restitution des résidus de culture, par exemple. Ça va être la restitution des rémanents en forêt. On peut augmenter des importations qui viennent de l'extérieur de la parcelle. Ce sont les effluents d'élevage, ce sont les composts, ce sont les différents produits résiduaires organiques. Et puis, on peut limiter la fréquence de fauche. J'aurais dû le mettre dans restitution. On peut jouer sur la densité du bétail ou remplacer fauche par pâturage. Tout ça, ça va contrôler les flux d'entrée de carbone et de matière organique au sol. Pour ce qui est des flux de sortie, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tous les aménagements anti-érosifs et puis des systèmes tels que agroforesterie qui limitent l'érosion ou agriculture de conservation qui limite également l'érosion. Est-ce qu'on peut diminuer les vitesses de minéralisation? On pense que la réduction du labour joue là-dessus. Voilà, alors je reviendrai sur, il faut dire, le premier message que je vais transmettre, c'est que ce qui apparaît aujourd'hui comme étant le plus efficace, c'est d'augmenter les entrées, de jouer sur la flèche, tout ce qui va contrôler les flèches d'entrée plutôt que de jouer sur les flèches de sortie. Alors je vais prendre trois petits focus, avec pas forcément des réponses apportées, mais au moins des questions qui sont posées actuellement, puis des pistes. Si on veut stocker du carbone, ce que la recherche montre, et maintenant vraiment c'est bien établi, c'est qu'il est beaucoup plus efficace de faire entrer le carbone dans les sols par la racine que par les parties aériennes. Il faut stocker par la racine. Pourquoi? Parce que le rendement en matière organique du sol, ou on pourrait dire le rendement en humus, il est plus de 2 fois plus élevé quand ça arrive sous forme de racines mortes, sous forme d'exudat racinaire. Luc a parlé ce matin, il a donné une quantification, un tiers de la photosynthèse est alloué à de l'exudation racinaire. C'est beaucoup plus efficace que si ça arrive sous forme de partie aérienne. Et ça, en particulier, parce qu'il y a un placement très très fin dans la structure du sol qui permet une interaction avec les argiles et donc une protection, une stabilisation plus importante. Donc derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être à revoir toute une ingénierie de l'architecture des systèmes racinaires, une sélection variétale prenant en compte ces critères. Et puis, de manière générale, c'est l'enherbement permanent, le fait d'avoir des couverts permanents, c'est avoir des systèmes racinaires en permanence. Et puis, les plantes prairiales, de manière générale, elles allouent plus de carbone aux parties racinaires que ne le font les principales plantes cultivées qui ont été sélectionnées pour allouer du carbone aux parties aériennes. Donc ça, c'est une première piste. Derrière, il y a beaucoup de travaux actuellement sur, peut-être pas suffisamment, mais enfin pas mal de travaux sur cette rhizodéposition, cette production d'exudats par les racines et qu'est-ce qui explique sa stabilisation préférentielle. Deuxième focus, je voulais prendre un exemple élaboré à partir d'exemples d'une expérimentation qui a lieu à Versailles depuis 1998, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, où sont comparés différents systèmes de culture en céréaliculture, il y a du blé 1 an sur 2, un système conventionnel, un système de culture à base intrant, réduction des doses de fertilisants, de pesticides, un système en agriculture de conservation, donc c'est du semi-direct, pas de labour du tout, et, très important, une plante de couverture en permanence. Et maintenant, c'est une luzerne. Et puis, un système qui répond au cahier des charges de l'agriculture biologique, donc aucun intrant
de synthèse, avec une particularité, mais il a été fait pour représenter un certain nombre de fermes en Île-de-France, c'est qu'il n'y a pas non plus d'apport de produits résiduaires organiques. Donc toute la fertilité du sol est gérée par la fréquence, par la rotation, et par la fréquence de légumineuses dans la rotation pour fixer de l'azote. Qu'est-ce que nous avons fait sur cet essai? C'est que nous avons mesuré au bout de 16 ans les stocks de carbone dans le sol. On vient de le refaire en fin d'année dernière et les résultats vont absolument dans le même sens. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'initialement, les stocks de carbone qui sont représentés en ordonnée sur le premier graphique étaient les mêmes dans les 4 systèmes. Au bout de 16 ans, ils étaient les mêmes, sauf dans le système en agriculture de conservation, qui stocke beaucoup, je vais vous dire, par rapport à d'autres références. Et puis, Bénédicte Autret, qui est l'auteur de cet article, a quantifié les entrées de carbone au sol. Ce qui est représenté au jaune, c'est les entrées par la culture. Vous voyez, les rendements ne sont pas les mêmes dans tous les systèmes dans cette expérimentation. Je ne cherche pas à généraliser. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les entrées de carbone au sol sont nettement plus importantes en agriculture de conservation. Donc, OK, on augmente les entrées. Est-ce qu'on diminue les sorties? Nous avons mesuré au laboratoire les vitesses de minéralisation des matières organiques, pas de différence. En fait, on arrive dans ce système à expliquer entièrement la variation des stocks par le fait qu'on entre plus de carbone dans le sol. Et puis, il y a un deuxième système que je trouve très intéressant, et là, je n'ai pas encore de réponse à vous apporter, c'est le système bio. Système bio, vous voyez, les rendements ont diminué. Les entrées de matières organiques au sol, elles ont vraiment diminué. Or, les stocks sont stables. Et sont stables si on compare au système conventionnel. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne rentre pas, enfin, ça ne colle pas. Est-ce que c'est, donc ça, c'est ce que nous sommes en train d'étudier, est-ce que c'est une question de fonctionnement microbien? Et nous sommes en train d'essayer de quantifier combien les micro-organismes allouent du carbone qu'ils assimilent, combien est-ce qu'ils allouent à leurs propres cellules, et combien est-ce qu'ils allouent à respirer, à produire de l'énergie, et qui donc est perdu pour le sol, ce que nous appelons le rendement d'assimilation des micro-organismes. Et puis, il y a peut-être aussi des différences de communautés microbiennes dans ces différents systèmes. Donc là, vous voyez, pour expliquer ça, on a besoin d'aller approfondir la question du fonctionnement biologique, et en particulier du fonctionnement microbien des sols. Donc pas de réponse encore aujourd'hui là-dessus. Mais vous voyez, globalement, stockage de carbone, entrée, sortie. Non, c'est pas ça. Dernier focus, et là encore, je ne vais pas vous présenter de résultats, c'est vraiment pour soulever la question. Aujourd'hui, il y a vraiment une diversification des manières d'utiliser la biomasse. Vous savez à quel point la bioéconomie se développe, à quel point la transformation des ressources organiques se développe, notamment au travers de la méthanisation. Ce que j'ai voulu représenter ici, c'est que ce que vous pouvez apporter au sol, ce sont des résidus de culture, ou c'est ce qu'il en reste une fois que ça a été utilisé comme fourrage ou comme litière pour des animaux, donc sous forme de fumier, c'est mon jaune un peu plus intense, ou ce qu'il en reste une fois que ça a été mis dans un digesteur de méthanisation, où donc une partie du carbone a été perdue par méthanisation sous forme de méthane, ou ce qu'il en reste après compostage, c'est l'orange, après qu'une partie du carbone ait été perdue sous forme de CO2, ou même ce qu'il en reste sous forme de pyrolysa, de charbon, de biochar, après qu'une partie encore plus importante de carbone ait été perdue lors de la pyrolyse. Donc ces différents procédés, ils font que finalement on fait une décomposition hors sol, on va mobiliser des micro-organismes qui sont à l'aise dans un tas de compost, dans un digesteur, etc., qui vont faire les biotransformations, et ce qu'on va apporter au sol, c'est ce qui reste. Et la question qui est posée, et il n'y a pratiquement pas de réponse, moi je connais une expérimentation de longue durée à Grignon et une étude danoise, publiée il y a 5 ans, c'est qu'est-ce que ça donne dans le sol? Quel est le bilan global dans le sol? Et quel est le bilan global en termes de carbone? Mais il faut aussi se poser en termes d'azote, en termes de phosphore, en termes de biodiversité du sol, en termes de structure du sol, en termes des propriétés du sol. Et finalement, la question qui est posée en termes d'écologie, on pourrait dire, c'est les matières organiques, faut-il la biomasse, faut-il la décomposer hors sol? Faut-il la décomposer dans le sol? L'avantage, alors ce ne sera bien sûr pas des réponses pour rien, mais quels bénéfices et quels inconvénients on a à faire plus ou moins de décomposition hors sol par rapport à la décomposition dans le sol. Et ça, ça répond à une demande très concrète et vraiment très pressante de nombreux praticiens. Finalement, quelle efficacité? Alors, je vais prendre un graphique général où on suit l'évolution des stocks de carbone au cours du temps. Je dis la tendance,
en Europe, et c'est aussi la tendance moyenne en France pour les sols cultivés, c'est une perte de carbone à tout petit taux, très lentement, mais quand même une perte de carbone. On est largement en dessous, dans les sols cultivés, depuis longtemps, des stocks qu'on peut avoir sous prairies permanentes ou sous forêt. Mettons en place une pratique qui permet de stocker plus de carbone dans les sols, par exemple, on fait entrer du carbone par les racines. Au bout d'un certain temps, on va atteindre un nouvel équilibre. Le stockage, il est limité. On ne peut pas éternellement demander au sol de stocker plus. Le stockage, il est lent. Regardez ce que j'ai mis de manière indicative comme ordre de grandeur de temps. Il s'agit bien de décennies, on n'est pas en années. Selon les pratiques qu'on met en œuvre, ce n'est pas les mêmes équilibres qu'on atteint et ce n'est pas le même potentiel de stockage qui est l'expression de cette différence à une date donnée dans un système contextualisé, type contexte pédoclimatique, pratique mise en œuvre, système de référence. Voilà. Mais finalement, ce qu'on cherche à connaître, c'est l'amplitude de cette flèche bleue. Et puis, si on arrête la pratique stockante, on revient à la ligne de base. Donc, le stockage, il est réversible, très important en termes de politique publique. Et puis, si ce qu'on fait, c'est par exemple un retournement de prairie permanente, là, la pente n'a rien à voir, l'amplitude n'a rien à voir. La priorité, c'est de préserver ce qui existe. Et en Europe, et pour le contexte français, c'est de préserver les prairies permanentes. Alors, quelques chiffres, vous les trouverez sur le compte-rendu accessible en ligne d'une étude qui a été pilotée par INRAE sur les capacités de stockage de carbone des sols agricoles. Là, je voulais vous montrer, ce n'est pas pour détailler ce graphique, mais pour vous montrer un certain nombre de pratiques. Ce que vous pouvez peut-être remarquer, c'est que le semi-direct, très très peu efficace. Autant l'agriculture de conservation permet de stocker plus de carbone, autant simplement de faire un semi-direct, d'arrêter le labour, le bénéfice, il est très très faible. Ça, c'est une vraie réévaluation des connaissances qu'on avait il y a 15 ans, par exemple. Voilà, donc une efficacité variable par hectare. Ça, c'est la première valeur dont on a besoin, essai de longue durée, modélisation. Et je voulais vous présenter justement cette étude INRAE. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a produit une évaluation spatialisée par des pixels de 1 km² de la quantité de carbone additionnelle qui pouvait être stockée dans les sols de France métropolitaine en utilisant les bases de données, sol, climat, etc., les statistiques agricoles, et en modélisant dans chaque pixel l'évolution de la ligne de base, c'était ma courbe en marron précédemment, et l'évolution de la courbe quand on met en œuvre une de ces pratiques notées ici. Et puis ensuite, ça a été de dire où est-ce qu'on peut le faire? Où est-ce qu'on peut le faire? Parce que c'est faisable au plan technique, et puis parce que ça n'est pas encore fait, donc parce qu'on veut faire mieux que l'actuel. Et donc, vous voyez là, des millions d'hectares qui apparaissent en termes d'assiettes. Où est-ce qu'on peut le faire? Et le produit de ça, c'est à l'échelle de la France métropolitaine. Et vous voyez, à l'échelle de la France métropolitaine, la pratique qui permettrait de stocker le plus de carbone additionnel, c'est d'augmenter la durée et la fréquence d'implémentation de cultures intermédiaires, suivie par... Oui, il y a eu une erreur, suivie par l'agroforesterie. En fait, suivie par l'agro... Je suis désolée, il y a une erreur, une inversion de figurée, suivie par l'agroforesterie. L'intensification des prairies extensives, l'apport de nouvelles ressources organiques et l'allongement de la durée des prairies temporaires. Tout ça, donc, du coup, l'étude a calculé combien ça faisait. Les chiffres, vous ne les retiendrez pas, moi je ne les retiens jamais. C'est pas ça. Par contre, ce qui parle peut-être, c'est 7% des émissions nationales. Et ça correspond à une compensation de 41% des émissions agricoles. Donc, ce n'est pas une solution miracle, mais c'est loin d'être négligeable, en particulier par rapport aux émissions agricoles. Et c'est une estimation qui est biotechnique. Alors, quelle limite, risque? Oui, 23 minutes. J'ai vu. Pour faire ça, il faut produire de la biomasse, donc il faut de l'eau, il faut des nutriments, il faut allouer la biomasse à revenir au sol, en tout cas pas l'utiliser en particulier comme combustible domestique, par exemple. Et puis, ça peut vous paraître trivial, mais c'est quand même très important, il faut des sols. Érosion, artificialisation. Et ce que je vous ai présenté, c'est un potentiel technique de stockage. Mais il y a des barrières techniques, il y a des barrières économiques, ça a un certain coût, il y a des barrières sociales, des barrières culturelles, des barrières législatives. Donc, ce qu'il faut estimer, c'est un potentiel économique et c'est un potentiel, on va dire, réaliste de stockage de carbone dans les sols, qui est moindre que le potentiel technique. Est-ce qu'il peut y avoir des effets négatifs? Oui, notamment par émission de N2O. Et je vous l'ai montré à l'essai. Dans cet essai de la CAGE, Bénédicte Autrey a quantifié, a fait un bilan complet
gaz à effet de serre. Ce que vous pouvez voir, c'est que le système conventionnel est nettement émetteur de gaz à effet de serre. Dans le système en agriculture de conservation, on stocke du carbone, c'est ce qui apparaît en jaune, mais on augmente les émissions de N2O. Mais le bilan, même si c'était très décevant de voir ça, le bilan reste plus intéressant parce que le bilan est nul, alors que le système conventionnel est très émetteur de gaz à effet de serre. Mais donc, vraiment essentiel de faire un bilan complet des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, que veut-on? Et ça, c'est une question qui revient beaucoup. Est-ce qu'on veut surtout stocker des matières organiques, les préserver, les thésauriser pour la réserve utile, pour la capacité d'échange cationique, pour le stockage de carbone, ce dont je parle aujourd'hui? Ou est-ce qu'on veut les consommer, qu'elles soient biodégradées, parce que c'est ça qui soutient la biodiversité du sol, c'est ça qui permet l'activité biologique, donc c'est ça qui fournit des nutriments, c'est ça qui permet la stabilisation de la structure du sol. C'est un compromis, on les garde ou on les perd. Et bien en fait, c'est possible d'avoir les deux, notamment parce que ce ne sont pas vraiment les mêmes matières organiques qui interviennent dans les deux. C'est le compartiment labile qui va intervenir dans tout ce qui est lié à la décomposition. Et finalement, la solution, c'est qu'il faut augmenter les entrées de carbone au sol. Comme ça peut tourner. Et une certaine fraction de ce carbone qui arrive est allouée à des compartiments qui ont des temps de résidence longs. Stockage de carbone, thésaurisation. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que les sols agricoles ont un gros potentiel technique de stockage de carbone, mais je retiens le potentiel technique, le potentiel économique et potentiel plus réaliste doit être mieux évalué. Augmenter les stocks de carbone des sols agricoles, c'est de l'ingénierie écologique, c'est piloter la plante, c'est piloter l'activité des organismes du sol, enfin piloter, essayer en tout cas de favoriser les organismes du sol. Et puis, ça j'y tiens beaucoup, il ne s'agit vraiment surtout pas de demander au sol agricole d'avoir pour principale fonction de stocker du carbone et de lutter contre l'effet de serre. Ça ne peut être, pour moi, qu'un co-bénéfice d'une augmentation de la teneur en matière organique du sol ou de la préservation de la teneur en matière organique du sol qui apporte des bénéfices en termes de fertilité des sols et en termes plus généralement de propriété des sols, de qualité des sols. Donc ça ne peut être qu'un co-bénéfice, ça ne peut pas être l'objectif premier de l'agriculture. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup Claire. Des questions dans la salle? Je vous redonne votre micro. Le luxe d'avoir un micro rien que pour ça. Comme tu l'as si bien dit, Claire, on peut y arriver à ce stock de carbone, à augmenter ce stock de carbone dans les sols, je dirais, dans les zones tempérées. Mais le premier problème, et tu l'as souligné, c'est de pouvoir le maintenir après. Donc d'avoir des itinéraires techniques qui vont pouvoir continuer à maintenir ce taux que nous aurons acquis. Ça, c'est une première chose qui a été redit d'ailleurs et qui va durer longtemps. J'ai parlé de décennies. Exactement, tout à fait, 20 ans, 30 ans avant d'y arriver. Par contre, dans les zones des pays en voie de développement, excuse-moi l'expression, c'est foutu d'avance. La pression démographique sur les sols en Afrique, dans le sud-est asiatique et en Amérique latine est telle qu'il est absolument impossible d'augmenter le taux de carbone dans les sols étant donné l'accroissement démographique et les besoins qu'ils ont. Les fumiers sont utilisés comme combustible, le bois de feu, le ceci, le cela. Donc, si le modèle 4 pour 1000 de carbone est un modèle absolument, comment je vais dire, sympathique, idéal, s'il peut être réalisé dans nos zones tempérées, tant mieux, mais malheureusement, dans les pays du Sud, eh bien, il faut faire une croix dessus. Absolument, il y a des moyens de les aider. Dans 8 jours, je suis de nouveau au Tchad pour la 18e fois pour aller travailler avec des agriculteurs pour essayer de mieux utiliser les fumiers. Je ne leur parle pas de climat, je leur parle de production pour qu'ils puissent se nourrir, mais les moyens sont limités et je répète, la pression démographique vient nous contrer continuellement.
Merci pour ce constat, même s'il est désolant. Oui, mais effectivement, je l'entends, je le connais, je l'entends souvent par des collègues de l'IRD, du CIRAD ou à la FAO. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que ce sont précisément ces zones dans lesquelles les sols sont souvent les plus appauvris en matière organique et où il y aurait le plus grand bénéfice à préserver ce qui existe et à augmenter un petit peu. Voilà. Mais voilà, pourquoi est-ce que j'ai remis cette diapo? Ben voilà, ce qui manque. Souvent, il manque ce qu'il faut pour pouvoir augmenter les stocks de carbone dans les sols. C'est même pas une question d'implémentation de pratique, c'est la base. Pourtant, il me semble que l'agriculture de conservation est quand même assez développée dans ces pays d'Amérique latine, d'Asie, en tout cas. Amérique latine, mais sous une forme qui n'est... Oui, Amérique latine, on va dire, mais c'est surtout le non-labour. C'est le semi-direct qui est développé. Ce n'est pas l'agriculture de conservation, ce n'est pas la diversification des rotations, c'est au mieux du soja-maïs. Enfin, pour le Brésil, je pense, en termes de... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en termes de grande surface, c'est ça. Par contre, en Afrique, l'agriculture de conservation, à ma connaissance, très peu développée. À Madagascar, je sais par exemple, ça ne prend pas. Parce que, voilà... Parce qu'il y a d'autres priorités. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un de cuisiner avec des bousses de vache? Enfin, il y a d'autres priorités. Mais ce qui est terrible, c'est que voilà, c'est à la base de la fertilité. D'autres questions dans la salle? Alors, je vais faire un jeu de diversité. Je vais donner la parole au fond. Merci. Bonjour, Cédric Le Guillou du laboratoire Auréa. J'ai une question par rapport au phénomène de priming effect dans les sols agricoles. Finalement, quelle est l'importance de ce phénomène? Parce qu'il y a un antagonisme entre le fait qu'apporter de la matière organique, le carbone, mais en même temps peut provoquer ce phénomène de priming effect. Donc, quelle est l'importance quand même de ce phénomène en contexte agricole? Et du coup, il opère dans quelle situation, dans quel croisement de conditions on l'observe? Alors, il opère quand on apporte de la matière organique facilement décomposable et particulièrement dans un contexte où il y a peu d'azote minéral disponible. Pourquoi? Parce que les micro-organismes c'est très anthropocentrique, mais un certain intérêt, dès qu'ils ont de l'énergie qui arrive, à aller décomposer les matières organiques du sol qui sont là, parce qu'elles ont un C sur N2 elles apportent de l'azote. Donc voilà pour le contexte. Maintenant, ta réponse, j'ai du mal à y répondre, parce qu'en fait, il n'y a aucune estimation. Le priming effect, ce sont essentiellement des expérimentations en laboratoire. Il n'y a aucune estimation de l'intensité du priming effect à long terme dans les sols agricoles. Donc, voilà, la question est ouverte. Et c'est de toute façon à approfondir en termes de bilan carbone, mais aussi en termes de précisément qu'est-ce que ça apporte comme nutriment aux plantes, ce processus. Parce que si ça limite le stockage de carbone, peut-être que ça a quand même un intérêt écologique en termes de remise en circulation d'azote organique qui était protégé jusque-là. La seule estimation, on veut dire qui un peu s'en approche, c'est à Grignon, il y a un essai de longue durée d'apport justement de résidus de culture et d'apport de ce qu'il en reste après un compostage. Et donc, on avait repris ces estimations et on s'aperçoit que 50 ans après qu'on ait apporté les résidus de culture qui devraient induire un priming important ou ce qu'il en reste après compostage, a priori beaucoup moins de priming, ou pas du tout, on a les mêmes stocks de carbone. Ce qui aurait tendance à dire qu'à long terme, on ne voit rien. Mais voilà, on manque cruellement d'estimations à long terme. Dernière question dans la salle. Quels sont les facteurs qui limitent le plus le potentiel de stockage du carbone dans les sols? Alors, facteur pédologique ou facteur... Oui, pédologique, j'avais en tête plutôt, mais même éventuellement climatique ou... Climatique, il faut de l'eau pour faire de la biomasse. Je vais dire les facteurs qui limitent le plus, ça va être les facteurs qui permettent de faire de la biomasse. Donc, disponibilité d'éléments nutritifs, avec le paradoxe, c'est qu'on pourrait dire, pour stocker du carbone dans le sol, allons-y, fertilisons abondamment, irriguons, apportons plein de pesticides de façon à ce que la production primaire, les rendements soient très, très élevés. Donc, c'est quelque chose qui est toujours à placer dans un contexte d'agroécologie. Il ne faut pas être monocarbone, surtout. Certains types de sols ont un potentiel plus important quand même. Les sols argileux ont des stocks plus importants. Voilà, les sols argileux ont des stocks plus importants, mais quand on regarde à l'échelle d'un paysage, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un pays, souvent les sols qui ont été cultivés depuis le plus longtemps ne sont pas des sols argileux, ce sont des sols limoneux, qui sont plus appauvris. Donc c'est là qu'il y a finalement la réserve la plus importante. Donc voilà, on peut répondre à la question sous différents angles. Alors,
Question au niveau du streaming. On déborde là. Hein. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de compliments aussi sur les auditeurs qui sont de merci. l'autre côté de l'écran. Si Il y ça a peut une question intéresser, tant mieux. sur la saturation. Alors, je vais faire un choix. Désolé pour ceux qui ont envoyé beaucoup de questions. On revient sur les notions de saturation. Donc, approfondir un peu cette notion-là. Alors, j'ai parlé d'équilibre. Je n'ai pas parlé de saturation. Oui, là, c'est sur la saturation. Quelles conséquences, en fait, d'un point de vue ingénierie de stockage? Comment augmenter finalement ce potentiel? D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que la saturation? C'est qu'un certain nombre de travaux montrent que la quantité de matière organique qui peut s'associer aux minéraux, qui peut être protégée par son interaction avec les minéraux, elle serait limitée. Donc là, il y a pas mal d'expérimentations qui montrent ça. Ce qui veut dire que la quantité de matière organique stable serait limitée et dépendrait de la teneur en argile. Pour répondre par exemple à Claude, la teneur en argile, la nature des argiles dans un sol. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas stocker plus de carbone. Les stocks de carbone, ce n'est pas que des matières organiques associées aux argiles, c'est aussi des débris végétaux en cours de décomposition et qu'est-ce qui sont importants en termes de propriété des sols. Donc voilà, il faut découpler. Moi, j'ai parlé d'équilibre. On atteint un nouvel équilibre. Oui, je pourrais en parler pendant longtemps, mais peut-être pas. Dernière question. Merci Claire. Une dernière, donc sur un point aussi un peu différent, il y a certains acteurs économiques qui envisagent de compenser donc leurs émissions de CO2 par du stockage de carbone dans les sols. Est-ce que ça te semble une solution pertinente? Alors, j'ai envie de me situer du point de vue du praticien, du point de vue de l'agriculteur. Je dis, pour moi, ça ne peut être qu'un co-bénéfice d'une activité agricole. La priorité, c'est le maintien de la qualité des sols, le maintien de la fertilité des sols. Si ça peut être de manière bien encadrée une forme de 13e mois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ça ne peut pas être l'objectif premier. Donc ça, il y a une très grande attention à avoir dans tout ce qui est carbone farming qui se développe à ça, à ce qu'il n'y ait pas une focalisation exclusive sur le carbone. Et donc, il y a une méthodologie qui a été, dans le cadre de la politique, de la stratégie bas carbone française, il y a une méthodologie label bas carbone qui est produite pour permettre ce genre de transactions, et notamment une méthodologie qui a été publiée en juin sur les grandes cultures, qui propose voilà, comment faire, comment mesurer, comment évaluer a priori de façon à encadrer cela. Moi, ça a besoin d'être encadré. Merci beaucoup Claire. Merci. Je peux t'applaudir encore une fois. Cette conférence est extraite de la journée « Le génie écologique au service du sol » organisée par Technique de l'ingénieur à l'occasion de la sortie de la nouvelle offre « Génie écologique ». Merci de l'avoir suivi et à bientôt sur notre site.